Donc là maintenant, je vais relancer quand même Node-RED comme c'était la dernière étape comme c'était la dernière étape que vous avez réalisée. Et ce que Node-RED va vous dire, eh bien normalement il va vous dire je suis en train de fonctionner sur telle adresse IP, sur tel port. Là par exemple vous ne voyez pas avec ma caméra, là vous le voyez, c'est le port 1880. Ici, il y a une petite subtilité, donc si vous installez ça sur un Raspberry Pi, vous pourrez effectivement aller à l'adresse de votre Raspberry Pi, taper 1880, sauf si vous avez spécifié un port différent. Dans le cas de notre exemple, en fait, pour qu'on puisse avoir plusieurs étudiants qui sont sur la même machine, vous êtes dans ce qu'on appelle un conteneur, on ne va pas rentrer dans le détail, mais simplement, chaque étudiant va avoir un numéro de port assigné. Donc normalement, chacun, vous devriez voir 127.0.0.1.2.1880, donc en fait, je vais vous montrer dans quel menu il va falloir aller pour aller voir le port réel. Ce qui se passe, c'est que le menu que vous voyez sur votre ordinateur, qui est hébergé sur le serveur en classe, eh bien, il va prendre le port 1880 et il va le rediriger sur un autre port, parce que vous êtes plusieurs personnes sur la même adresse IP. Et ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, si vous avez plusieurs personnes sur la même adresse IP avec le même port, il sera impossible de dire « moi je veux aller là, moi je veux aller là ». Donc là, il y a une petite bidouille qui se fait. Vous ne devez pas vous inquiéter de ça, parce que pour plus tard, pour vos projets autres, vous n'utiliserez pas ce même système-ci. Donc si vous avez un Raspberry Pi, vous copiez-collez l'adresse qui apparaît dans le terminal, ça fonctionne. Mais pour l'exemple, ici, pour l'exercice, vous devrez faire une petite étape supplémentaire. Et là, c'est très simple. Vous avez le menu ici, et vous allez cliquer sur « Vue d'ensemble ». Chacun, vous cliquez sur vue d'ensemble, et vous allez regarder ici en dessous, port local et port du conteneur. Par exemple, port du conteneur, c'est le port sur lequel Node-RED croit tourner. Le port local, c'est ma machine qui dit, je prends ce qui est sur 1880 et je le redéplace vers un autre port. Et là, vous aurez tous 1880, sauf que si vous comparez entre vous, chaque personne ici aura un port différent. Là, par exemple, le port 1880 est routé sur le port 2880. Peut-être qu'une autre personne, ce sera le port 2881. C'est pas vraiment grave. Donc ici, vous retenez juste port 2880. Donc moi, ce que je vais faire ici, eh bien, c'est que je vais taper dans ma barre de recherche. Donc là, en fait, vous ouvrez un nouvel onglet de votre navigateur internet. Voilà, par exemple, je suis sur Chrome ici. Et là, je vais faire quoi? Je vais taper serveur, le port que j'ai trouvé ici. Moi, mon port, personnellement, c'est 2880. Donc je tape serveur, 2880. Et je devrais apparaître. Voilà, cette page-ci devrait apparaître. Donc si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est que vous avez peut-être pris le mauvais port, vous n'avez pas totalement tapé correctement serveur, donc c'est SEVER 2.2880 dans mon cas. Simplement, vous sera SEVER le port que vous trouverez donc ici dans Vue d'ensemble. On jouait dans le terminal, Vue d'ensemble, le port se trouve ici. Et vous devriez apparaître sur ceci. Normalement, chaque personne devrait être sur un Docker séparé. C'est le Docker que vous venez de lancer. Là, par exemple, pour bien prouver que le Docker que j'ai ici, donc qui est bien le Docker que moi j'ai lancé sur ma machine de mon côté, j'ai fait un truc très simple. Ici, Node-RED est en train de tourner, je reviens dans mon terminal, je clique ici, vous voyez qu'il y a le petit curseur, je fais CTRL-C, j'ai stoppé Node-RED, si je retourne dans mon navigateur, normalement, ici, le serveur devrait arrêter de fonctionner, et regardez, paf, Lost Connection to Server. Là, par exemple, il est déconnecté. Donc, vous pouvez essayer, par exemple, de lancer Node-RED, essayer de vous connecter, voir si cette page s'y apparaît, essayer de couper Node-RED, et voir si elle disparaît. Et là, par exemple, si je refresh la page, ça ne marche plus. Ça prouve bien que vous êtes correctement connecté à votre Node-RED à vous, et pas sur le Node-RED de l'un ou l'une de vos camarades. Parce que ça pourra poser des problèmes, parce qu'en fait, deux personnes peuvent être connectées en même temps sur le Node-RED, sauf que quand une personne fait des modifications, elle va s'appliquer de l'autre côté, donc ça pourrait poser un problème, donc vérifiez bien à mettre le bon numéro de port. Je vais donc relancer Node-RED, Node-RED, voilà, il se relance, je reviens ici, je fais F5 pour rafraîchir la page, et ça fonctionne. Très bien. Donc là, c'est à ça que ça ressemble au Node-RED. Alors pourquoi est-ce qu'on va jouer avec Node-RED? Ça, c'est la grande question, parce que c'est vrai que là, je ne vous ai même pas expliqué pourquoi on faisait ça. Hein, là, vous tapez les commandes dans le terminal, et vous dites, bah, ok, c'est sûrement pour le mieux. Si il nous dit qu'on va utiliser Node-RED, ok, bah, on va utiliser Node-RED. L'avantage avec Node-RED, c'est qu'en fait, c'est un logiciel qu'on va appeler un logiciel de low-code. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom-là, low-code ou no-code. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Scratch, par exemple, c'est à peu près le même principe. Donc, c'est un logiciel qui va nous permettre de faire du code sans faire du code. Dans le sens où on va pouvoir faire des fonctionnalités de programmation relativement avancées et complexes sans avoir besoin de taper des dizaines, des centaines de lignes de code. Et comment ça se présente? Vous voyez qu'en fait on a trois grands panneaux sur Node-RED. On a un panneau à gauche avec des petits blocs colorés, voilà, des petits blocs de Lego qu'on va pouvoir manipuler. Vous voyez que si vous cliquez dessus, vous pouvez les déplacer, voilà, les drag and drop, hein. On peut les prendre, voilà. Et après on peut faire des connexions entre eux. Ah, regardez, on les connecte, voilà, je connecte lui à lui, puis je connecte lui à lui, puis je connecte lui à lui, et puis, alors forcément, connecter, effectivement, lui par exemple, il n'y a pas d'entrée.
Donc je vais prendre un meilleur exemple, voilà, on peut les connecter comme ça, et bien entendu je peux connecter la sortie de l'un à l'entrée de l'autre, et on peut les manipuler comme on veut. Ça, on va voir comment ça marche. Vous voyez qu'ici on a ce concept de, ah tiens, c'est pas juste un éditeur de texte où on tape des lignes de code. Ici on arrive à jouer avec des petits blocs. Donc ça, on a d'un côté l'endroit où on peut aller chercher nos petits blocs, voilà, des nodes, ça s'appelle. Ensuite, on a un endroit, voilà, un panneau de travail, voilà, un plan de travail où on peut les déplacer, les connecter ensemble. Ça s'appelle un flow. Donc à gauche, on a le panneau des nodes, au milieu, on a le panneau de flow, et à droite, eh bien, on va avoir les informations et le debug. Alors, ici, en fait, on va avoir la documentation, donc ça, c'est ce que vous voyez ici en haut, bien entendu. On a ici la documentation sur ce que font chaque bloc. Vous voyez que dès que je clique sur un, ça change et ça me dit, bah voilà, lui il fait ça, lui il fait ça. On verra ça plus en détail. On a ici le petit insect, donc qui est forcément la partie debug, et ça permettra de pouvoir mettre en gros des petites sondes dans notre code à certains endroits et de dire, j'aimerais bien savoir ce qui se passe à cet endroit-là, ou j'aimerais bien voir ce qui se passe à cet endroit-là. Là, c'est très important quand on veut un peu dire, ah tiens, quelles données rentrent, si je les manipule, est-ce qu'elles sont correctement manipulées? Et donc ça, c'est le debug, et le debug apparaît ici. Et après, on aura d'autres informations, et ça, on le verra plus en détail dans Node-RED, mais retenez juste que panneau à gauche, c'est là où il y a les nodes. Panneau central, c'est là où on joue avec les nodes. Panneau à droite, c'est là où on débug les nodes. Donc c'est logique qu'on aille de gauche à droite. On prend les trucs à gauche, on les manipule au milieu, et on regarde ce qu'elles font à droite. Et donc là où Node-RED en fait va vous simplifier la vie, vraiment simplifier votre programmation, c'est qu'en gros, eh bien, vu que c'est du low-code, pas du no-code, on va avoir toutes les fonctionnalités basiques qui sont déjà dans les nodes. Donc par exemple, on va peut-être avoir ici une node delay. Plutôt que de devoir programmer vous-même, dire tiens, j'attends X millisecondes, ou je multiplie ça pour avoir la conversion millisecondes en minutes, tout ça, plutôt que de devoir utiliser 3, 4, 5 lignes de code pour programmer un delay, vous avez une node qui fait un delay. Et vous pourrez la paramétrer en disant, voilà, je veux attendre 9 secondes ou 9 heures, 9 minutes, et vraiment, juste en faisant des petits clics dans des menus, ça nous évite de taper du code. Cela dit, c'est pas parce que c'est low code que c'est no code. Et donc si à un moment, il y a une des fonctionnalités, parce qu'il y a déjà pas mal de fonctions ici, hein, on les explorera bien entendu, toutes l'une après l'autre, mais imaginons qu'une des fonctions n'existe pas, et bien là on va avoir cette node-ci, la node function, qui elle, nous permettra d'avoir un éditeur de code comme vous le connaissez, et là on pourra taper du code. Là on pourra taper ce qu'on veut, vous voyez, on peut le faire. Il y a même un système de correction, là par exemple il me dit, bah non, je comprends pas, là t'as tapé du texte qui veut rien dire, c'est pas normal. On va pas avoir l'autocomplétion, mais si par exemple je vais créer, je sais pas moi, une variable, voilà, var let test est égal à, je sais pas moi, 0, voilà, et que plus loin par exemple je mets test est égal à 10, eh bien on a quand même certaines fonctionnalités assez pratiques, comme par exemple, j'ai un peu zoomé pour que vous voyez plus clairement. Donc là, c'est un peu comme un IDE, comme vous avez déjà pu utiliser pour d'autres langages de programmation. Si par exemple j'ai une variable ici, je la sélectionne, il est capable de me dire « Ah tiens, la variable, elle réapparaît ici ». Si je fais une erreur de syntaxe, il sera capable de me dire qu'il y a une erreur. Donc ça, c'est assez pratique, et ça nous dit le type d'erreur. On a quand même un semblant d'IDE assez pratique. Donc c'est pas aussi puissant que ce que vous avez déjà pu utiliser comme VS Code. Vous pouvez pas, par exemple, auto-compléter des noms de variables, mais là, vous pouvez taper du code. Et le langage de programmation qu'on va utiliser ici, c'est du JavaScript. Donc vous n'avez sûrement pas vu dans vos cours comment programmer en JavaScript, mais ne vous inquiétez pas, en fait, on ne va pas rentrer très loin dans la programmation ici. Si vous regardez un peu la façon d'écrire en JavaScript, si vous avez déjà eu des cours de C, de C++, ça ressemble un petit peu. C'est pas du tout le même fonctionnement, mais voilà, finalement, en fait, tous les langages de programmation ont quand même la même logique. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas de la même façon, mais ils fonctionnent de la même façon. Donc aujourd'hui, on ne va pas encore dans ce cours-ci voir en détail comment fonctionne le JavaScript, on va plutôt d'abord utiliser les nodes basiques avant de faire du code, mais vous verrez que même si jamais de votre vie vous n'avez fait du JavaScript, vous arriverez à comprendre assez facilement comment ça marche, et de toute façon on ne va jamais faire du code très compliqué, ce sera jamais très avancé, c'est vraiment pour ajouter des petites fonctionnalités ou pour un peu gagner du temps. Parce que des fois, c'est pratique d'avoir ce système de drag and drop de blocs, mais si des fois il vous faut 4 blocs à la suite pour faire une fonction toute simple, des fois c'est peut-être plus pertinent de le programmer nous-mêmes, et on verra comment ça marche, et il n'y a pas de souci. Vous pourrez en gros trouver le moyen de le faire vous-même, et sinon dans le matériel de cours vous pourrez avoir des exemples de démos qui vous seront bien entendu utiles. Donc nous on va retourner ici en arrière et on va aller revenir sur notre panneau de base et on va un peu voir tout ce que font les différentes fonctions. On vient donc de voir comment se présenter notre interface, et donc là, déjà je rappelle, vous avez vu que c'est sur une page web en fait, donc depuis n'importe quel ordinateur, tant que vous avez un navigateur web, Firefox, Mozilla, Chrome, Opera, n'importe quoi, eh bien vous pourrez accéder à Node-RED. C'est déjà l'avantage en fait d'utiliser Node-RED, c'est que vous allez avoir un serveur physique, et vous pourrez y accéder depuis n'importe quelle machine, depuis n'importe quel système d'exploitation, et on verra même plus tard qu'on peut y accéder depuis notre téléphone pour pouvoir créer une interface graphique et avoir des petits boutons virtuels, et que ça peut se faire très rapidement, mais c'est pour un cours
lointain. Là, on va déjà voir le fonctionnement basique de Node-RED. Donc, je vous ai expliqué. Des nodes à gauche, un flow au centre, du debug à droite. Eh bien, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu explorer, étape par étape, les différentes fonctions qu'on a ici à gauche. Là, vous voyez qu'elles sont classées en différents petits groupes, mais on va juste s'intéresser aux fonctions les plus basiques. En fait, vous voyez qu'on a les fonctions common, les fonctions les plus communes. Eh bien, on va jouer principalement avec common et function. Et après, on jouera avec le reste. Les plus utiles, qui vont vraiment être utiles dans quasiment tous vos flows, ou au moins dans la partie debug, c'est la node inject et la node debug. Et là, vous voyez en fait que les nodes, elles sont un petit peu particulières parce qu'elles vont avoir des entrées, des sorties, ou des entrées et des sorties. Lui, par exemple, n'a qu'une sortie. Il y a un petit carré gris à droite. Vous voyez, c'est donc les informations vont de gauche à droite. Lui, il n'a qu'un petit carré à gauche, et donc il prend des informations en entrée. Je peux donc connecter une sortie à une entrée, tout simplement. Certaines nodes, comme la node function ici par exemple, elles ont les deux. C'est-à-dire qu'on peut leur donner des informations en entrée, mais on peut également en donner, hop, en sortie. C'est-à-dire que là, elle prend une info, elle la modifie, elle l'analyse et elle ressort une autre information. Ça, c'est le premier détail. Donc là, le flow le plus simple que vous pourrez réaliser, c'est un node inject debug. Et là, vous voyez que quand je les drag and drop dans mon environnement, il y a une petite pastille bleue qui apparaît sur ma node. Et bien, cette petite pastille bleue va vous dire qu'il y a eu des modifications, mais que les modifications n'ont pas encore été appliquées. Donc en gros, on a notre serveur qui tourne, qui fait des fonctions. Vous pouvez le modifier ici, mais pour éviter que quand vous modifiez les éléments, ça commence à faire n'importe quoi dans votre serveur, les modifications que vous allez faire ne seront pas encore sauvées et ne seront pas encore appliquées sur votre serveur. Et c'est pour ça que par exemple, là, on pourrait penser, voilà, il nous le dit même en fait. Là, normalement, je devrais pouvoir cliquer, mais il me dit, attention, là, vous êtes en train de cliquer sur une node qui n'est pas déployée. Donc, sa fonction ne marche pas parce qu'elle n'est pas encore appliquée. Pour faire ça, vous allez en haut à droite, vous voyez ici le grand deploy, et bien quand vous cliquez sur deploy, successfully deployed, la petite capsule bleue disparaît. Quand vous cliquez ici, ça ne bug pas. Donc c'est que ça fonctionne. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a comme information? Je vais vous expliquer, node, flow, debug. Ici, j'ai connecté un inject à une node verte de debug. Et donc la node verte de debug, en gros, elle nous dit juste toutes les informations qu'elle reprend en entrée, donc voilà, tout ce qui passe dans ce petit fil ici, donc lui il donne des informations, les informations passent dans le fil ici, arrivent dans le debug, et le debug, il nous montre à droite tout ce qu'il reçoit. Et il va nous dire, bah, regardez, qu'est-ce que j'ai reçu? Eh bien, il nous dit que j'ai reçu un nombre, voilà, il nous dit le type de variable qu'il a reçu, et il nous dit, voilà, le nombre c'est 1, 6, 2, 1, 4, 5, et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un timestamp. C'est en fait une façon de représenter l'heure et la date du jour. Et ça peut être très important quand on veut avoir des fonctions qui se lancent à des moments donnés, ou alors en fait, par défaut, ça met un timestamp, comme ça, c'est une information très générique qui nous permet déjà de savoir que notre flow fonctionne, et des fois, on va utiliser l'inject avec un timestamp, non pas parce que le chiffre en lui-même nous intéresse, mais parce que ça permet de déclencher des actions plus tard. Vous le verrez, vous l'aurez plus loin dans le cours. Un truc qui est cool avec Node-RED, c'est que quand il voit un chiffre comme ça, il est capable de dire « Oh, alors là, c'est un nombre, mais je crois que je connais ce nombre-là, ça ressemble à un timestamp. » Si vous cliquez dessus, ah ben, il va dire, eh bien en fait, ce nombre-là correspond à la date du 4 février 2021. Et à telle heure. Sauf qu'ici, il va nous le dire en GMT, donc le fuseau horaire 0. Si on reclique dessus, il est capable de dire, je sais que sur ton navigateur, tu es en GMT plus 1. Donc je vais modifier cette date, et cette heure principalement, pour qu'elle fonctionne chez toi. Et en plus, là, il est capable de dire « Ah oui, mais en plus, toi, t'es en Europe, du coup, ton format, c'est jour, mois, année, et pas mois, jour, année. » Et donc, parce qu'il est capable de voir l'état de notre navigateur, il est capable de nous dire « Ok, toi, tu parles en langage européen, t'es en GMT plus 1. » Et donc, il est capable de nous dire « Bah voilà, nous sommes en GMT plus 1. » Et donc là, il est capable de dire « Voilà, il est 17h42, 17 minutes, c'est l'heure à laquelle cette vidéo a été filmée. » Si je reclique dessus, on l'a en hexadécimal et après je l'ai en chiffre. Donc en fait, ça vous le verrez plus tard. Des fois, quand Node-RED voit des trucs qu'il reconnaît, il sera capable d'automatiquement les traduire pour vous. Donc ça ne modifie pas la variable en soi, ça modifie juste son interprétation. Et ça, des fois, c'est pratique parce que quand on jouera par exemple avec des systèmes d'éclairage et des couleurs, peut-être que vous aurez les couleurs en hexadécimal et il sera capable de dire « Ah, je connais, ça c'est de l'hexadécimal d'une couleur » et il sera même capable de vous afficher la couleur dans votre navigateur. Donc ça, c'est un truc très cool que vous offre le debug de Node-RED. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité spécifique de Node-RED. Un langage de programmation classique, vous lui donnez une variable hexadécimale, eh bien, il va la traiter comme telle. Il ne va pas la traduire pour vous. Soit. Revenons ici sur les fonctionnalités basiques. On voit juste, quand on clique, ça nous donne notre timestamp ici à droite. Si j'effectue des modifications, je le bouge ici. Petite pastille bleue. Ah, des modifications. Je dois redéployer ici en haut. Alors, tant qu'on est dans la partie déploiement, on va voir que si vous cliquez sur la petite flèche en bas, il va vous offrir trois options.
soit redéployer tout, soit redéployer juste les flows qui sont modifiés, soit redéployer les nodes qui ont été modifiés. Ça peut être intéressant dans certains cas. Si par exemple vous avez deux flows différents, donc en fait un flow c'est quoi? C'est la page ici, ça peut vous prêter un peu à confusion. Cette page là ça s'appelle un flow, mais ça aussi, une connexion de lui à lui ça s'appelle un flow. Parce qu'il va y avoir un flux d'informations de gauche à droite de l'input vers l'output d'une certaine façon. Là par exemple, j'ai deux flows séparés dans le flow 1. Le flow, on va l'appeler un onglet en fait, vous voyez? On va l'appeler onglet. C'est plus simple. Voilà, ce sera plus intuitif comme ça. Onglet numéro 1. L'onglet numéro 1 contient deux flows. Ici, je peux dire que quand vous voyez qu'il y a tout en blanc, c'est-à-dire que tout est appliqué. C'est-à-dire qu'on éteint tout, on redémarre tout. C'est comme si vous avez plusieurs programmes sur votre ordinateur et que vous fermiez et rallumez votre session. Ça éteint tous les programmes, ça relance tous les programmes. Ça, des fois, c'est bien, mais c'est embêtant parce que si par exemple, lui, voilà, ces deux-là, ils vivent leur vie d'un côté et ils font quelque chose et que vous voulez modifier une autre fonction qui est ici, bah des fois, c'est peut-être pas intéressant de reset cette fonction-là pour appliquer des modifications ici. Et donc là, ce qu'on pourrait vouloir faire, c'est dire, eh bien, je vais juste modifier un flow. C'est donc dire que là, si lui fait quelque chose ici en bas, si lui vit sa vie en bas, que je déploie, qu'après, ici, je vais commencer à modifier lui, que je vais modifier les informations, on va voir plus tard les informations qu'on peut modifier, que je redéploie ici, il ne va redémarrer que ces nodes-ci. Les nodes ici en dessous resteront inchangés. Et la dernière fonctionnalité, c'est même pour être encore avoir moins d'impact sur le fonctionnement global de notre page, on peut dire rechange juste la node que tu as modifiée. Et en vrai, moi je vous conseille de mettre juste Modified Nodes, comme ça vous êtes sûr que ça a le moins d'impact sur votre flow, mais des fois, si ça peut être pertinent de tout éteindre, tout redémarrer, eh bien vous avez juste à cliquer sur ça, redéployer full. Mais par défaut, mettez-vous en Modified Node, c'est le mieux, c'est ce qui permet d'éviter de perdre des variables ou de perdre des fonctions, ou des fois quand vous travaillez avec d'autres programmes, ça évite de couper le programme qui est en cours, on le verra plus tard, donc c'est vraiment mieux de se mettre en juste Modified Node, tout simplement.